Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal magazine du vendredi 19 juin 2026 au programme. Attaque à l'aéroport de Niamey, la fermeture d'Air France au Mali, la situation Ebola en Afrique centrale. En page magazine, l'accord de sécurité signé par l'USA et l'Iran, l'attaque sur une raffinerie près de Moscou. Et en page future, les journées du patrimoine au Mali. Sans oublier les nouvelles de la Coupe du Monde dans notre page sport. Les détails dans un instant dans le journal. Au Niger, nouvelle attaque meurtrière sur l'aéroport de Niamey. Nicolas Traoré nous fait le point. Hier matin tôt, des assaillants ont visé l'aéroport international Diori Amani et la base aérienne proche. Bilan annoncé par le ministère nigérien de la Défense est de 11 militaires et 2 civils tués ainsi que plusieurs blessés. Selon AFP, les forces de sécurité ont riposté, éliminant 22 attaquants et interpellant une vingtaine de suspects. L'aéroport a rapidement été repris et fonctionne à nouveau normalement. C'est la deuxième fois que ce site stratégique est touché en quelques mois. Les autorités soupçonnent des groupes djihadistes liés à l'État islamique. Des opérations de ratissage se poursuivent. L'attentat a été revendiqué par le JNIM Nicolas Traoré pour Radio Kunafoni. Au Mali, Air France met fin à sa représentation locale. La compagnie française a officialisé la fermeture définitive de son bureau à Bamako à partir du 30 juin. Namadjara a ouvert son micro aux diaspora maliennes. Écoutons. La décision d'Air France de fermer définitivement son bureau local au Mali a suscité la consternation chez nombreux Maliens résidant en France. Moussa Traoré, installé à Paris depuis une vingtaine d'années, est un client fidèle d'Air France. Nous, des diasporas maliens, on veut que Air France prenne la route pour aller au Mali. Et en ce moment, il n'y en a pas de vol direct qui part au Mali. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui voulaient aller au Mali. Il n'y en a pas de vol direct. Mon bon père, ça fait 2 mois, il cherche de vol direct pour aller au Mali. Il n'y en a pas. Ceux qui voyagent avec des enfants aussi, s'il n'y en a pas de vol direct, il ne peut pas. Fadjigi Konté désapprouve lui aussi cette décision. Mais il reste fidèle aux autorités maliennes, tout comme Air France l'est aux siennes. S'il y a une affaire entre les deux États, qu'est-ce qu'une compagnie a intérêt de s'impliquer dans cette histoire? Si Air France a l'intention de continuer sur ses activités au Mali, il n'est pas interdit, car le ministre, ce que le ministre a dit, c'est seulement de renouveler leurs demandes au Mali. Bon, pour que si le gouvernement accepte leurs demandes, ils reprennent leur activité. Voilà. Nous, en tant que Maliens résidant en France, c'est pas notre souhait, mais nous apportons quand même notre soutien à notre gouvernement en place. Comme Air France a apporté son soutien à son État, mais ceci n'est pas dire que nous voulons la suppression des vols. Selon Moussa Koulibaly, un passager régulier d'Air France, les autorités maliennes et françaises regretteront sans aucun doute de cette fermeture définitive du bureau d'Air France au Mali. Ça ne sert pas que le Mali aura fort à regretter Air France en termes de services qui fait la dessert de Paris à Bamako et de Bamako vers Paris. Ils auront vraiment à regretter cela parce que c'est une agence qui faisait des vols directs de Paris à Bamako et de Bamako sur Paris. Un gros manque à gagner de la part des Maliens qui sont en France, bien sûr, ou encore des Maliens qui sont au Mali et qui voudraient aller en France. Il faudrait également brosser le manque à gagner véritablement en termes de fonds, en termes de commerce, en termes de gains, par exemple pour Air France. Dans ces contextes sécuritaires et diplomatiques tendus, les pays du Sahel ont imposé des restrictions sur leur espace aérien. D'autres compagnies aériennes, dont Corsair, ont également suspendu récemment leur vol vers Bamako. Namadjara, Dakar pour Radio Kunafoni. Épidémie du virus Ebola devient inquiétante en Afrique centrale. La vigilance reste très élevée dans toute la région selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS et Africa CDC. L'épidémie continue à se répandre. Nous continuons à avoir une grosse augmentation des cas. Nous sommes à 837 cas confirmés à ce jour et nous sommes à 30 zones de santé infectées. Donc, malgré tous les efforts qui ont été réalisés par la communauté internationale et bien sûr par le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous sommes encore malheureusement en train de courir derrière l'épidémie. Mais malheureusement, nous ne sommes pas suffisamment rapides et nous n'avons pas les capacités
capacités opérationnelles pour effectivement encore être dans le contrôle de cette épidémie. Comme le souligne cet extrait, en République démocratique du Congo et en Rwanda, le virus Ebola continue de se propager avec des centaines de cas et de nombreux décès signalés. Face à l'absence de vaccins ou traitements spécifiques pour cette chose, les autorités sanitaires misent sur le traçage des contacts, l'isolement et les mesures d'hygiène. Les travaux pour développer les vaccins adaptés avancent rapidement, mais ils ne seront pas disponibles immédiatement. L'OMS et Africa CDC déclarent qu'ils suivent la situation de très près. C'est la fin de la première partie de notre bulletin. Nous vous retrouvons juste après la promo. Restez connectés. Bienvenue sur Radio Kunafoni, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunafoni, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunafoni, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunafoni, ensemble, on avance pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunafoni. Merci de rester connectés avec Radio Kunafoni. Place maintenant à la deuxième partie de notre journal. Guerre Ukraine-Russie dans la nuit du mercredi au jeudi. Ukraine a lancé sa plus grande offensive de drones sur Moscou depuis le début de la guerre. Écoutons le récit de Marianne Charles, correspondant de Radio Kunafoni. Près de 200 engins ont visé la capitale russe, frappant pour la deuxième fois en une semaine la raffinerie Gazprom Neft de Kapotnia, à 15 km seulement du Kremlin, selon Euronews. D'épais panaches de fumée noire ont surplombé la ville, les 4 aéroports moscovites ont été fermés et le périphérique partiellement bloqué. Moscou dit avoir intercepté 555 drones et parle d'attaques massives. Kiev assume et riposte par la voix de Zelensky. Si l'Ukraine brûle, votre Moscou brûlera aussi. Ces frappes coïncident avec la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles, où le secrétaire général Mark Rutte a annoncé la livraison en urgence de missiles patriotes à Kiev, selon Ukrinform, tandis que le Royaume-Uni débloquait un nouveau $1 milliard d'aide militaire pour l'Ukraine, selon The Kyiv Independent. L'AFP affirme que la Russie a maintenu ses propres frappes sur l'Ukraine ce jeudi, faisant au moins 3 morts dans les régions de Kharkiv, Dnipropetrovsk et Soumy, selon Le Monde. Marianne Charles pour Radio Kunafoni. Place maintenant au magazine avec un cas sur la guerre entre les USA et l'Iran, avec la signature virtuelle de l'accord de cessez-le-feu tant attendu par le président Donald Trump et le président iranien. Première réaction après l'accord de cessez-le-feu, celle de Roland Siora, directeur de l'Observatoire géostratégique des États-Unis à l'IRIS sur France. Regardons les objectifs du départ. Donc, faire tomber le régime de Téhéran. Bah non, il est toujours là. Fragilisé à l'intérieur, mais quand même réaffermi sur le plan régional. Deuxièmement, le nucléaire. On parlait donc de ce préaccord. Les Iraniens ont quand même réussi le tour de passe-passe extraordinaire de faire que les raisons de la guerre, le nucléaire, soit dans la seconde phase des négociations et que les causes de la guerre, le détroit d'Ormuz, qui est parfaitement ouvert et qui fonctionnait très bien il y a 2 mois avant que ce monsieur, je dis nous parce que je suis américain, nous entraîne dans cette guerre. A-t-on parlé des missiles balistiques ? On n'en a pas parlé, c'était aussi un des objectifs, c'est totalement oublié. Et ensuite, cette histoire des 26 milliards, je me permets de conclure là-dessus. Hier, les Iraniens ont mis une pression pas possible sur Trump qui voulait son bout de papier pour son anniversaire. On sait que très probablement, les Iraniens vont obtenir 12 milliards de dollars d'avoirs gelés. Alors, je vous pose la question, dans une guerre, est-ce que c'est normalement le vaincu qui touche de l'argent ? Cet accord cadre dont le texte n'a pas encore été rendu public officiellement, mais dont les versions ont circulé dans les médias, comporte plusieurs volets essentiels. Premier point, le cessez-le-feu est prolongé de 60 jours sur tous les fronts, le temps d'ouvrir les négociations sur un accord définitif. Pendant cette fenêtre, les discussions porteront sur le programme nucléaire iranien, l'Iran s'engageant à ne pas poursuivre le développement d'armes atomiques, sur la levée progressive des sanctions américaines et sur le blocage de dizaines de milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés à l'étranger, selon Euronews.
Deuxième point, c'est peut-être l'élément le plus important, concret pour le reste du monde, la réouverture du détroit d'Ormuz. Les États-Unis lèvent leur blocus des ports iraniens. Le passage maritime redevient libre pendant 60 jours. Avant le conflit, près d'un cinquième du pétrole échangé dans le monde transitait par ce corridor stratégique. Sa fermeture avait provoqué une flambée des prix du carburant et des denrées alimentaires à l'échelle planétaire. Emmanuel Macron s'est réjoui sur X de ce pas significatif dans la bonne direction, estimant qu'il conduira bientôt à une réduction des prix de l'énergie, selon Al Jazeera. Troisième volet, un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars est promis pour l'après-guerre et les sanctions sur les exportations pétrolières iraniennes sont suspendues immédiatement sans être définitivement supprimées, permettant à l'Iran de vendre son brut sur les marchés mondiaux selon Euronews. L'accord a été salué par de nombreuses capitales. La Chine a appelé les deux parties à aborder les prochaines négociations rationnellement et pragmatiquement. La Russie a exprimé son soutien. Le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, a approuvé le texte en déclarant sobrement « C'est bien que le mémorandum soit en place. Maintenant, le travail technique commence. » Mais l'accord suscite de vives critiques, notamment en Israël, où des voix de tout l'éventail politique le qualifiant de catastrophe. Tenu à l'écart des négociations, Israël se retrouve dans une position délicate. L'accord prévoit un cessez-le-feu sur tous les fronts, ce que l'Iran interprète comme l'obligation pour Israël de cesser ses opérations contre le Hezbollah au Liban et de retirer ses troupes. Or, Israël a juré de maintenir sa présence militaire au sud Liban. Donald Trump lui-même a qualifié le Premier ministre Netanyahou de fou et a déclaré au G7 qu'il doit faire preuve de davantage de responsabilité à l'égard du Liban. Les tensions entre Washington et Tel Aviv n'ont jamais été aussi vives. Au fond, la grande question reste ouverte. Qui sort vraiment gagnant de cet accord? Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre estiment que Téhéran sort du conflit dans une position stratégique plus forte que ne le laisse entendre la présentation officielle, avec un accès rétabli au marché pétrolier, des milliards débloqués et des réseaux de proxy régionaux, Hezbollah, Houthi, milices chiites aussi puissantes que jamais. Pour Washington, la vraie inconnue reste de savoir si Trump parviendra à arracher dans ces 60 jours un accord nucléaire plus solide que celui de 2015 qu'il avait lui-même torpillé. Les discussions pour un texte définitif devraient s'ouvrir dans les prochains jours. La Suisse, selon nos informations, devrait accueillir les premières négociations dès aujourd'hui vendredi. Un développement majeur sur la scène internationale dont nous suivrons chaque étape. Fabienne Traoré pour Radio Kunafoni. Vous écoutez Radio Kunafoni. Nous ouvrons la page culture avec les dosso à l'honneur lors de Journée nationale du patrimoine. Écoutons le reportage de Kajatounia Tao Traoré. Les festivités 2026 ont débuté à Fougoutigé et Djibon où un vibrant hommage a été rendu aux Donzo, ces chasseurs traditionnels qui incarnent une grande partie de l'héritage culturel malien, mais aussi aux militaires et aux civils tombés pour la défense de la nation à travers prières et bénédictions. Mamoun Dafé, ministre de la Culture du Mali. Aujourd'hui, ce fut une fête nationale avec les Donzo. Chacun, dans ses capacités, dans sa volonté, est venu faire une démonstration de son patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, cette activité s'inscrit dans une dynamique de renaissance et de souveraineté culturelle, de renforcement du vivre ensemble, de la cohésion sociale, mais surtout en valorisant les savoirs endogènes et les mécanismes traditionnels de régulation sociale. Dans le même esprit, le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, a rappelé que la culture ne saura être enfermée dans un calendrier. Pour lui, elle doit être portée par un engagement durable car elle est une force de cohésion, de dignité et de souveraineté culturelle qui protège l'âme de la nation malienne, socle de l'identité, ciment de la cohésion sociale et levier essentiel de la souveraineté. La culture ne saurait être enfermée dans un calendrier. Elle doit être portée par un engagement durable, car elle est une force de cohésion, de dignité et de souveraineté culturelle qui protège l'âme de la nation. La culture constitue l'âme de la nation malienne. Elle est le socle de notre identité, le ciment de notre cohésion sociale et l'un des leviers essentiels de notre souveraineté. Nos langues, nos traditions, nos arts, nos musiques, nos danses, tout notre patrimoine constitue
une richesse inestimable qu'il nous appartient de préserver jalousement et de transmettre fidèlement aux générations futures. L'objectif de ces journées nationales du patrimoine est ainsi de valoriser les traditions, de transmettre les savoirs ancestraux aux nouvelles générations et de consolider la souveraineté culturelle du Mali. Nientao Kadiatou pour Radio Kunafoni. Maintenant, place au sport. Gauthier Chami, correspondant des radios Kunafoni, nous fait le point sur la Coupe du Monde 2026 qui se déroule aux USA, Canada et Mexique. Coupe du Monde 2026. La Coupe du Monde 2026 poursuit son rythme effréné. La première journée de la phase de groupe s'est achevée avec son lot de surprises, de confirmations et de performances remarquées. Parmi les résultats marquants de ces dernières heures, le Canada, co-organisateur du tournoi, a frappé un grand coup en écrasant le Qatar sur le score sans appel de 6-0. Une victoire historique portée notamment par un triplé de Jonathan David qui permet aux Canadiens de se prendre la tête de leur groupe. Cette large victoire a toutefois été assombrie par la grave blessure du milieu de terrain, Ismaël Koné. Dans le groupe C, le Brésil continue de susciter les interrogations. Après son match nul 1-1 contre le Maroc lors de son entrée en lice, le sélectionneur Carlo Ancelotti a reconnu que son équipe devait rapidement hausser son niveau de jeu pour répondre aux attentes placées en la Seleção. Ce vendredi, la deuxième journée de la phase de groupe débute avec plusieurs affiches importantes. Les regards seront notamment tournés vers le groupe D où les États-Unis affrontent l'Australie dans un duel pour la première place. Les Américains restent sur une convaincante victoire, 4-1 contre le Paraguay, tandis que les Australiens avaient dominé la Turquie 2-0 lors de leur premier match. Dans le groupe C, le Brésil sera opposé à Haïti avec l'obligation de s'imposer pour relancer sa campagne. Les Brésiliens devront cependant composer sans leur star Neymar, forfait en raison d'une blessure au mollet et qui ne devrait pas retrouver les terrains avant la phase finale de la compétition. Autre rencontre à suivre, le Maroc défiera l'Écosse. Après avoir tenu tête au Brésil lors de la première journée, les Lions de l'Atlas peuvent réaliser une excellente opération dans la course à la qualification. Alors que les groupes commencent à se dessiner, cette deuxième journée pourrait déjà permettre à certaines nations de valider leur billet pour les 16e de finale, tandis que d'autres joueront déjà leur suivi dans le tournoi. Gauthier Chami, Washington, Radio Kunafoni. Coupe du Monde 2026. Bonjour à toutes et à tous, on débute avec le carton du Canada pour sa toute première victoire en Coupe du Monde. Les partenaires de Jonathan David se sont imposés 6-0 cette nuit face au Qatar. David a justement inscrit un triplé accompagné par le tout premier buteur de l'histoire en Coupe du Monde pour les Canadiens, Larin. L'homonyme du défenseur des Bleus, Nathan Saliba, a également marqué. Le jeune joueur d'Anderlecht qui a d'ailleurs remplacé l'ancien Marseillais Ismaël Koné qui s'est gravement blessé pendant le match. Le joueur a révélé à son sélectionneur avoir entendu son os craquer, mais le staff suspecte plutôt une rupture du talon d'Achille. Quoi qu'il en soit, sa compétition est d'ores et déjà terminée. Et dans l'autre groupe, l'autre match du groupe B, la Suisse s'est bien rattrapée après le nul frustrant face au Qatar. Les Helvètes l'ont emporté 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine. Pourtant, tout s'est débloqué dans le dernier quart d'heure avec le premier des 5 buts du match inscrit à la 74e minute. Manzambi a marqué un doublé pour les Suisses. Vargas et Xhaka les ont accompagnés. Mamić a réduit la marque pour les Bosniaques. Qui est dans le groupe A, la République tchèque a concédé le nul 1-1 face à l'Afrique du Sud. Sadilek avait marqué d'entrée dans la 6e minute de jeu pour les Tchèques. Égalisation de Mokoena sur penalty à la 83e, le Lyonnais, seul qui a provoqué le penalty en touchant le ballon de la main dans la surface. Enfin, le premier qualifié pour les 16e de finale, c'est le Mexique, vainqueur de la Corée du Sud 1-0 grâce à Romo à la 50e. Avec 2 victoires en 2 matchs, les Mexicains sont assurés de poursuivre la compétition. Et ce vendredi, 4 matchs au programme. Ça commence avec États-Unis et Australie à 21h avec une qualification pour le vainqueur dans le groupe D. L'autre rencontre opposera la Turquie au Paraguay à 5h demain matin, malheur aux vaincus. Et puis dans le groupe C, Écosse-Maroc à minuit et Brésil-Haïti à 2h30. Neymar est forfait pour cette rencontre. Voilà, c'est la fin de ce flash. Très belle journée au Mondial 2026. Coupe du Monde 2026. C'était le journal Magazine du jour. Production Netao Kadiatou, au micro Awadiko. Un grand coucou à tous nos auditeurs à travers le monde. À très bientôt. Bonne journée à tous.
Sara Baula, Sara Foto Kangele Tigile, Washington Musolimbara. Sara Foto Kangele Tigile, Washington Musolimbara. Musolimbara, Washington Musolimbara, Musolimbara, Washington Musolimbara. Sara te fala mo ye ki wariti Sara te fala ma ye ki santige Sara foto mogomi Sara foto kangele tigile Washington Musolimbara Eitara musoli sibona Usulanka sali kumena Eitara musoli sibona Kumakanti mani kumena Eitara musoli sibona Tigadegena timambi kumena Sara Baula, Washington Musol, Alunimbara. Kafo kwe mwele la koda, Runte mena nyegi rosi la koda. Washington Musol, Masaluka boka lufo dante foli minani, Auka jelike kili manga shekna maula. Auka barika bunyani karamala Washington, depina la donina, ala nilo wasakera. Sara Baula, Sara Baula, Sara Baula, Washington Musul, Aluni Saramaya. Muso Saramaru Fone, Alunimar. Itara Musolu Sibona, Dollar Bieli Kumbena. Washington, Jedubara, Laidu be Washington, Bonya be Washington, Karama be Washington. Iye Musolimbara, Iye Kebalunibara, Iye Kebalunibara, Washington Musolimbara, Ayabarika Bonyala, Shikamala Jabati, Ayabarika Bonyala, Shikamala